Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, avec les interventions du professeur Jean-Charles Kovi-Gomez et le professeur Bogasako Gervais. Et pour finir, manipulation médiatique, retour sur le cas de l'Ukraine. Commençons tout de suite avec la CPI. Intervention du professeur Jean-Charles Kovi-Gomez, suivi de l'intervention du professeur Bogasako Gervais. Deux personnalités de premier plan de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, sont à La Haye. Est-ce que vous avez le sentiment que le destin de l'Afrique se joue avec ces deux personnalités qui sont à La Haye? Je pense qu'il n'est que de voir la mobilisation exceptionnelle des Africains. Il y a eu 10 000 personnes qui ont manifesté à Cotonou le 28 janvier. La presse internationale est restée muette. Tout à fait, oui. D'accord? Il y a eu des tentatives également de manifestations au Cameroun qui ont été réprimées par les forces de l'ordre, n'est-ce pas? Des tentatives au Burkina Faso, voisin, etc. Et Abidjan, Et puis ne parlons pas de La Haye. Gbagbo n'est pas le seul homme politique à avoir comparu à La Haye. Mais c'est le seul qui, depuis 4 ans, 5 ans, est soutenu par des Africains. Et ces Africains viennent du Congo, du Ghana, du Bénin, de tous les pays africains. Donc ma conclusion, c'est que le cas Gbagbo, la jurisprudence Gbagbo, constitue un casus belli en Afrique. C'est-à-dire les Africains considèrent que les puissances qui sont derrière cette mascarade judiciaire sont des puissances qui, dans le cadre de la reconstruction de l'Afrique de demain, seront évincées du continent africain. Il faut dire les choses de façon claire. Toute l'Afrique est consciente des enjeux géostratégiques de ce procès qui se joue à La Haye. Elles sont tout à fait claires. Merci, professeur Kovi-Gomez. On va revenir à vous, docteur Bogasako. Alors, quelle analyse vous faites de ces premiers jours de ce procès à La Haye? Le militant des droits de l'homme que vous êtes a-t-il décelé des signes d'équité dans ce prétoire? D'équité? Oui. Non. D'iniquité, sans doute. Non, je dois pouvoir dire que l'équité est loin de ce tribunal de la Cour pénale internationale. Non, de très loin. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler seulement en tant qu'Ivoirien, mais en tant qu'observateur simplement. Voilà une grosse crise qui éclate en Côte d'Ivoire. Et comme l'a dit tantôt le professeur Gomez, en fait, c'est l'épilogue, mais c'est une crise qui commence depuis très longtemps. Nous savons que depuis 2002, nous avons une rébellion en Côte d'Ivoire, etc. Et à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, la grave crise éclate. Avec des milliers de morts. C'est vrai qu'officiellement, on parle de 3 000, mais en tant que militant des droits de l'homme, je dois pouvoir vous dire qu'on est au-dessus de 5 000, pour ne pas dire, voilà. Donc, il y a un problème grave. Le problème grave, quel est-il? C'est que les victimes de la crise ivoirienne, de quel bord sont-elles? Aujourd'hui, quand nous sommes allés au procès, et avant même que nous ne parlions de ce procès qui est ouvert donc le 28 janvier 2016, il y a eu d'abord les audiences de confirmation des charges. Et nous étions déjà à la Cour pénale internationale. Nous avons assisté à ce procès-là, à ces audiences-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La représentante légale des victimes, elle représente quelles victimes? Lesquelles victimes? Les victimes d'un camp. Et ça, c'est un crime grave déjà, en matière de droits de l'homme. C'est une injustice grave. Cela veut dire quoi? Parce que vous savez, la justice, quel est son rôle? La justice, elle sert à réconcilier. Parce que la personne qui a souffert d'un préjudice, dès que la justice tranche, elle est soulagée. Et le coupable est condamné. Or, dans notre cas précis, qu'est-ce qui se passe? La Cour pénale internationale a choisi un camp. Comment deux personnalités? D'abord même, j'aimerais bien que nous revenions sur un fait qui est très grave. Parce que avant que nous n'arrivions même au procès, qui est à l'origine de la fissure grave dans la crise ivoirienne? Le Conseil constitutionnel se prononce. M. Laurent Gbagbo est vainqueur de l'élection avec 51 et quelques %. Il est président de la République. Il prête serment le 4 décembre 2010. La communauté internationale, bon, un vague mot, mais le représentant du secrétaire général de l'ONU dit non. Je ne reconnais pas la décision d'un conseil constitutionnel souverain, mais je décide que le vainqueur s'appelle Alassane Ouattara. Voilà d'où part le clash. Parce que, de ce point de vue-là, d'un point de vue légal,
Quand le Conseil constitutionnel se prononce, les policiers, les militaires, les gendarmes, ils font allégeance à celui qui est reconnu légalement par le Conseil constitutionnel. À partir de là, celui qui est en face, il n'a que la rébellion, il n'est qu'un rebelle. Même s'il est reconnu par la communauté internationale. Parce que l'avis du représentant du secrétaire général de l'ONU, ça n'a pas de valeur juridique dans notre nation. Et puis dans aucun pays du monde. Donc, chers amis, pour tout vous dire, ce procès n'est pas équitable. Parce que la personnalité qui s'y trouve là, le président Laurent Gbagbo, d'abord, c'est celui qui est reconnu président par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le ministre Charles Blé Goudé. Mais est-ce que vous pouvez comparer ces personnalités-là à un homme comme Soro Guillaume, qui s'est proclamé dans la face du monde chef d'une rébellion? Une rébellion qui a massacré. Et là, maintenant, je parle en tant que témoin. Parce que je suis enseignant à l'université de Bouaké. La rébellion s'est investie, s'est installée à Bouaké. Où certains de mes étudiants, certains de mes collègues, certains dans la population ont été massacrés par les rebelles. Mais quel jour allons-nous juger ces criminels-là? Et puis on va arriver aujourd'hui, petit à petit, quand ces rebelles-là débarquent vers Abidjan, à l'appel de M. Ouattara, ils font un crime grave à Diokwe, pratiquement un génocide. On va en arriver. Et pour finir, manipulation médiatique, retour sur le cas de l'Ukraine. Le 2 février, une des plus grandes chaînes de télévision allemandes, ZDF, a montré le documentaire « Poutine, l'homme de pouvoir ». C'est un exemple parfait d'une guerre de propagande bon marché. Le but déclaré des auteurs du film est d'une misère désolante. Répondre à la question prétendument toujours d'actualité « Who is Mr. Poutine ?» Et on voit dans le film des contrefaçons, de nombreux mensonges et une fiction bas de gamme, au lieu d'un vrai documentaire. En ce sens, les Allemands me font pitié. Notre correspondant Anton Yadov a rencontré un acteur du film. Des mitrailleuses, des tanks, des systèmes de tir de missiles. Toutes les 15 secondes, les journalistes allemands répètent « Les voici, les prétendues preuves de destruction du Donbass par les Russes ». Les maisons sont en flammes, un immeuble est touché, et on peut voir un quelconque incendie. Dans la quête d'images dramatiques, les cinéastes allemands n'ont même pas tenu compte des insignes des soldats qu'ils font passer pour des troupes régulières russes. On peut voir ici les soldats dont l'un porte un drapeau ukrainien sur l'épaule gauche. Au cas où le spectateur aurait des doutes sur les images, la voix off souligne avec insistance « L'armée régulière russe prend part au combat ». Igor, nous l'appelons ainsi, est un volontaire. Il combat du côté des séparatistes et il en est fier. Nous sommes environ 400 à 500 hommes dans notre bataillon. Si l'on compte tous ceux qui combattent au front, ce sont environ 20 000 à 30 000 soldats. En fin de compte, j'ai tout simplement menti. Comme il me l'a dit. Il m'a dit après l'interview, tu recevras l'argent. Il voulait que je dise devant la caméra que l'armée régulière russe est dans le Donbass. Le voici le prétendu volontaire que la télévision allemande a appelé Igor. Son vrai nom, c'est Yuri Olegovitch Lobyskin, de Kaliningrad, né en 1988, sans emploi. Il habite dans cet appartement qui est sans électricité depuis plusieurs mois. Yuri ne peut pas payer la facture d'électricité. Le journaliste allemand Dietmar et son équipe de tournage venaient d'Allemagne. Dietmar m'a dit « Nous voulons te filmer, nous avons besoin de reportages sur toi. Que tu es allé comme volontaire de Kaliningrad à Donetsk pour combattre. Voici le scénario écrit. Il m'a expliqué que j'étais censé avoir été blessé alors que je n'avais pas de blessure. Comment s'est-il présenté auprès de toi? Il m'a dit qu'il s'appelait Bob. Il m'a proposé 50 000 roubles, soit 750 € pour une semaine de tournage. Bob, c'est Valéry Bobkov, le régisseur et producteur qui parle russe et travaille pour ZDF. C'est lui que ZDF a envoyé dans la région de Donetsk pour filmer l'histoire inventée. Sur ces images, il montre à l'acteur Yuri comment on porte une mitrailleuse devant la caméra. Nous vous montrons maintenant le matériel cinématographique original du tournage dont Yuri nous a donné la copie. C'est à partir de ces enregistrements que les journalistes allemands ont choisi les images dont ils avaient besoin pour leur documentaire. On entend comment l'acteur Yuri oublie souvent son texte et comment le régisseur lui souffle derrière la caméra. Je suis content de me trouver dans la compagnie Vostok. Tourne-toi. Continue. Continue. Dans le documentaire, tous les ordres du régisseur derrière la caméra ont été remplacés par une musique dramatique et une voix off. Voici la même scène. Nous l'accompagnons à un poste de contrôle où il contrôle les voitures qui passent. Regardez bien ici.
Je suis sur l'image avec une mitrailleuse. Et tout de suite, dans l'image suivante, je porte un fusil d'assaut. Une petite gaffe de tournage. Il m'a demandé de poser devant la caméra avec la mitrailleuse. Je n'ai même pas tiré avec ce truc. Il n'était pas chargé. Il m'a dit que je devais marcher devant la caméra avec la mitrailleuse. Nous avons tourné la scène 3 fois. Pourquoi? Il a dit que je ne marchais pas bien. La direction n'était pas bonne. Quelque chose dans ce genre. L'interview avec Igor a été tournée devant un fond gris, afin qu'on ne puisse pas reconnaître où exactement elle a eu lieu. Elle a été tournée dans le bureau de ZDF à Moscou et conduite par le journaliste allemand Dietmar Schumann. Voici la photo. Celui-ci est responsable des émissions de politique extérieure pour la chaîne ZDF. Je me suis porté volontaire comme combattant en Ukraine de l'Est. Là-bas, les droits de la population russophone ne sont pas respectés. Je suis un patriote, j'aime la Russie, je ne permettrai jamais que les Russes soient humiliés. La population dans cette partie du pays est russe. Qui doit les protéger, si ce n'est moi? J'écoute la voix de mon cœur. Il m'a longtemps préparé à la question, si j'avais vu des troupes régulières russes, et la façon dont je devais répondre. Il m'expliquait ce que je devais dire, comment je devais le formuler. Avant que j'entre dans le studio, il m'a tout expliqué, ce que je devais lui répondre, à quoi ça devait ressembler. Pour que l'histoire soit convaincante, on a écrit chaque détail dans le carnet de Yuri. Quand il est né, pourquoi il est venu à Donetsk, de quoi est fait son quotidien, et ainsi de suite. Mon salaire lors du service militaire à Donetsk est censé être de 20 000 roubles. Voici ce qui est écrit dans mon carnet. L'armée russe m'aurait payé 20 000 roubles pour mon service au combat. Il a ensuite réfléchi. Si on ne pouvait pas écrire 30 000 roubles au lieu de 20 000, je lui ai dit que ça m'était complètement égal. À ce sujet, les journalistes allemands ont fait une moyenne dans leur documentaire. 25 000 roubles lui ont été payés, ce qui, mis à part l'honneur de pouvoir servir la patrie russe, semble tentant. Cela fait environ 350 € par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais cela suffit pour qu'Igor parte à la guerre en laissant femme et enfants à la maison. Il a trouvé une jeune femme qui devait jouer le rôle de ma femme. Il lui a payé 2 000 ou 3 000 roubles pour ça, soit 50 €. Je n'ai pas d'enfant et il a dit qu'on devait montrer l'enfant devant la caméra pour que ça fasse un effet plus dramatique. Et là, vous entrez dans un bureau de l'armée russe? Il m'a dit que je devais simplement entrer dans le commissariat militaire de l'armée russe et en ressortir immédiatement. C'est ce que j'ai fait. Nous nous trouvons ici à Kaliningrad, devant le commissariat militaire de l'armée russe, où notre héros est censé avoir posé sa candidature et avoir ensuite été envoyé au combat à Donetsk. Nous allons maintenant faire cette expérience. Je me déclare comme volontaire qui veut aller à Donetsk pour m'y battre. Je cache le micro et la caméra, je filme avec le téléphone portable. La chose nous est tout de suite expliquée. Quel Donbass? Vous voulez vous inscrire pour le service militaire? Vous croyez qu'on est ici chez Blackwater? Nous n'avons pas de troupes dans le Donbass. Qui vous a raconté ces bêtises? Les producteurs de films allemands ne cachent pas leur but. Voici par exemple la déclaration du journaliste allemand Boris Streitschuster après la diffusion de ce documentaire. Trop de personnes soutiennent Poutine en Allemagne. Je souhaiterais une politique plus dure contre la Russie. De mon point de vue, elle est encore trop douce. Je souhaiterais plus de sanctions. Contrairement aux attentes des journalistes allemands, qui voulaient présenter la Russie comme la source de tous les maux de ce monde, le documentaire a été un échec. L'audimat était de moitié inférieur à la moyenne de ZDF. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.